L'enregistrement commence, comme vous pouvez sûrement l'entendre de votre côté. Juste vraiment quelques slides, juste d'introduction. Comme vous le savez, Imoneos a été créé un peu par hasard, presque à travers un meet-up à Singapour entre amis expatriés pour échanger sur l'investissement locatif. Et depuis cette date et depuis le lancement, notre obsession reste intacte de développer des discussions sincères et utiles entre les membres. On ne regarde vraiment pas ce que fait la compétition et ce qu'on pourrait faire de plus ou de plus vite. On regarde vraiment comment garder la confiance au sein de la communauté. Donc c'est pourquoi tout le contenu auquel vous avez accès sur le site imoneos.fr est totalement indépendant, aussi bien les analyses que les avis. Et vous pouvez aussi retrouver des témoignages inspirants de personnes de la communauté comme vous qui ont investi et qui sont prêtés au jeu de nous laisser un témoignage. Donc je vous laisse faire un tour dans cette section que vous trouvez sur le site Imoneos. Donc dans la barre du haut, vous trouverez témoignages. Le nombre de partenaires aussi est limité. C'est vraiment des partenaires de confiance qui nous ont été recommandés par d'autres membres, que ce soit Amaris aujourd'hui. On remercie Amaris pour sa confiance depuis de longues années. Et c'est volontairement limité, effectivement, pour limiter aux personnes qui nous sont recommandées et qui ont fait leurs preuves avec d'autres membres de la communauté. Et d'ailleurs, comme j'aime le dire avec certains des partenaires, c'est surtout dans les moments un peu difficiles, au moment challenging, parce qu'il y a des insatisfactions des membres, que l'on voit les bons partenaires. Et ça a été le cas avec nombreux d'entre eux qui sont encore dans la communauté. Un petit mot sur un sujet, si vous êtes inscrit à notre newsletter que vous connaissez, mais qu'on aime rappeler, sont les ventes flash, qui sont des ventes exclusives d'investissement locatif clé en main réservées aux membres Imoneos. Donc, chaque semaine, vous recevez une ou deux opportunités sélectionnées avec les agents, les chasseurs de confiance sont proposés. Donc, pour les recevoir, il suffit d'être inscrit sur la liste. Ce sont vraiment des opportunités qui sont avérées pour un investissement locatif. On ne cherche pas des coups de fusil, mais véritablement une offre qui correspond à ce qui peut se faire dans la ville. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle est réservée aux membres Imoneos de manière off-market pendant quelques jours. Et donc, vous pouvez l'acquérir clé en main directement avec la personne qui propose la vente. Voilà, pour les recevoir, il suffit d'être inscrit. Et si vous, de votre côté, vous souhaitez mettre en vente un bien potentiellement, il suffit de nous contacter à contact@imoneos.fr pour nous en faire part ou directement via le formulaire qui est en bas du site web. Vous verrez, il y a un onglet Contact. Voilà, un dernier petit point, comme vous le savez, la communauté sur un groupe Facebook privé, donc où tous les échanges restent dans le groupe, vos autres amis Facebook ne le voient pas, mais également aujourd'hui sur WhatsApp. Je rappellerai le lien dans le chat pendant la conférence. C'est toujours sans aucune pub, sans professionnel et sans annonce, afin d'échanger en direct. Et j'en profite pour remercier l'équipe de modération. Ce sont des expatriés comme vous qui me prennent un peu de leur temps chaque jour pour continuer à modérer la communauté, y compris dans les nouveaux membres qui arrivent, mais également pour refuser un nombre important de personnes qui souhaitent la rejoindre. On souhaite vraiment se focaliser sur une population expatriée et non résident. On retire forcément tous les trolls, les professionnels, mais également des personnes qui savent français de France. Alors forcément, si vous avez été expatrié, vous rentrez en France, vous pouvez rester dans la communauté, voire vous y inscrire, mais on cherche vraiment à se focaliser. Voilà, je vous ai dit, je voulais vraiment être bref et passer la main et remercier Aurélie Templet. Je pense que c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'elle intervient. À chaque fois, elle a beaucoup de succès, non seulement à travers la présentation qu'elle nous a préparée, mais également dans la session de questions-réponses. Merci encore Aurélie pour ton expertise et ta disponibilité. J'arrête là le partage de mon écran et je te laisse la main pour la suite. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci Rémi pour cette présentation et ces recommandations concernant Amarissimo. C'est vrai que ça fait maintenant quelques années qu'on collabore et qu'on a la chance aussi d'accompagner quelques membres de la communauté. Donc moi aujourd'hui, je vais échanger avec vous pendant une grosse vingtaine de minutes sur la fiscalité 2025, ce qui change pour votre immobilier. Puis avant de parler de ce qui change, je vais aussi vous dire ce qui n'a pas été retenu. Parce qu'en fait, cette loi de finances, elle a été très particulière. Et depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, eh bien, on a pu lire tout et son contraire. Donc, ça va être important de remettre un petit peu de contexte par rapport à ça. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Amaris, c'est un groupe d'expertise comptable dans lequel on accompagne des dirigeants d'entreprise pour la plupart de nos filiales qui s'appellent Amaris Contact et Amaris Direct,
On a des services RH également de délégation de prestations de paie, des logiciels que nous créons nous-mêmes pour accompagner nos clients. Et puis, à Marissimo, la filiale qui a la chance d'accompagner aujourd'hui près de 30 000 clients pour 45 000 logements, 30 000 clients qui sont présents dans le monde entier dès lors qu'ils ont investi sur le territoire français. Alors, je dis toujours qu'on a beaucoup de chance. Souvent, mon dirigeant me reprend en me disant que c'est pas de la chance en tant que tel, on travaille beaucoup. Et c'est tellement un plaisir de travailler dans cet écosystème, dans cet univers. Enfin, moi, je suis une profonde convertie à l'investissement locatif, donc c'est cette raison pour laquelle j'utilise ce terme. Aujourd'hui, on a 1500 partenaires qui nous recommandent. On a des partenaires très différents, très variés. On a notamment la communauté Imoneos, mais on peut avoir des partenaires institutionnels bancaires, on a des promoteurs, on a des conseillers en investissement immobilier, des conseillers en gestion de patrimoine, peu importe en tout cas, dès lors qu'ils parlent à des investisseurs et qu'ils ont cette sensibilité sur la fiscalité, ils sont susceptibles d'être amenés à nous recommander. Et chez Amaris, c'est à peu près entre 5 et 800 nouveaux clients qui nous rejoignent chaque mois. Alors, il y a des périodes phares. On va rentrer dans notre grosse période d'activité puisque dès le mois prochain, nous allons recevoir les déclarations de revenus et donc tout le monde va s'interroger sur les démarches à réaliser et donc chez nous, c'est un pic d'activité à ce moment-ci. Alors, le sommaire de cette webconférence, très rapidement, on va parler des mesures non retenues. D'habitude, on en parle à la fin, mais là, je vais en parler dès le départ. Je vais faire un focus sur la location meublée parce que cette réforme 2025, cette loi de finances 2025, elle a touché quelques points clés de la location meublée qui sont importants d'appréhender. Je vous ferai un petit focus aussi sur la location saisonnière qui, elle, n'a pas été modifiée par la loi de finances 2025, mais par une loi Le Meur, qui me semble important de vous partager également. Et on partira d'exemples très concrets pour que vous puissiez comprendre le véritable impact et voir aussi, je pense, de démystifier cet impact parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis quelques mois, on a pu lire à différents endroits le LMNP est mort, c'est terminé. C'était un avantage fiscal, ça ne l'est plus. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est totalement faux. Vous allez voir qu'il y a des avantages au LMNP, toujours et encore, mais qu'effectivement, eh bien, il a été raboté. Il y a des petites corrections, mais c'était une menace que nous connaissions, hein, puisque évidemment, quand on gagne en période de détention, notamment, on ne paie pas d'impôts pendant une période d'activité locative, eh bien, le principe fondamental, c'est que ce gain est souvent repris au moment de la vente. Et là, vous verrez qu'il n'est pas complètement repris. Alors, les mesures non retenues. Commençons par ce point-ci. On a beaucoup communiqué sur le fait qu'en location vide, il y avait des amendements qui avaient été retenus pour que lorsqu'on réalise une activité de location vide et qu'on est au régime du micro, ça veut donc dire qu'on a des revenus inférieurs à 15 000 euros, on puisse prétendre à un abattement de 50%. Ces amendements ont été retenus à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais dans les phases de navette parlementaire, eh bien, cette proposition n'a pas été retenue puisqu'elle a été jugée trop coûteuse. Donc, aujourd'hui, quand on est au régime du micro foncier, on est toujours sur l'abattement des 30%. Et évidemment, hein, on peut prétendre au régime réel sous réserve qu'on ait des charges supérieures à 30%. Évidemment. Et lorsqu'on opte pour le régime réel, on est engagé pour 3 ans. Un autre sujet qui a fait beaucoup débat, c'est l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui avait pour vocation de devenir impôt sur la fortune improductive. Et donc reprendre en compte tout ce qu'on connaissait historiquement dans l'ISF, hein, à savoir les placements financiers, les terrains qui n'étaient pas de l'immobilier, donc tous ces sujets. Aujourd'hui, eh bien l'IFI est tout simplement resté en l'état. Il y avait aussi un autre point qui concernait la flat tax. Donc, la flat tax, c'est souvent la distribution de dividendes via une société. Il était convenu qu'elle soit majorée. On avait aussi des suggestions qui étaient portées pour une majoration à 33% notamment. Et puis, finalement, il ne s'est rien passé. Il y a un autre point aussi que je n'ai pas évoqué. Sur les dernières propositions de loi, on parlait également d'une réforme sur la plus-value avec une volonté. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc de logements vacants très, très important en France, là où on manque
véritablement de logement. En plus, on est en pleine crise du logement, ce qui veut donc dire que nos promoteurs ne peuvent pas fournir autant que les attentes, et donc évidemment, on a des problématiques. Et une des solutions, et aussi parce qu'on a beaucoup de biens immobiliers qui sont sortis du parc locatif avec les réformes des DPE, et donc on se retrouve avec une vacance importante. Et parfois, certains propriétaires attendent de profiter des abattements pour durée de détention, et donc l'État considère que finalement, on a un parc qui est figé et qui pourrait se débloquer. Donc, ils ont une volonté de venir modifier cette réforme de la plus-value. Et il y a donc eu des propositions qui ont été faites. Jusqu'à la dernière minute, on a pensé qu'il y avait quelque chose qui allait bouger. Puis finalement, ça n'a pas été retenu non plus. Donc, voilà les mesures phares non retenues. Et maintenant, on va parler aux mesures retenues. Les mesures retenues, c'est la plus-value, c'est la location meublée. C'est une réforme concernant la plus-value en location meublée, mais en location meublée non professionnelle. Ça veut donc dire que pour nos loueurs en meublé professionnel, rien n'a changé. Alors, pour pouvoir vous parler de cette réforme, je suis obligée de revenir sur quelques fondamentaux, puisque au sein de cette webconférence, j'ignore le niveau des uns et des autres, donc je vais vous rappeler quelques bases. Notamment quand on fait une activité de location meublée, il suffit de réunir deux éléments, un contrat et du mobilier. Et à partir du moment où on loue un logement avec du mobilier, nous sommes dans une activité de location meublée. Après, qu'elle soit non professionnelle ou professionnelle, c'est des histoires de chiffre d'affaires qui vont être à prendre en compte par rapport aux revenus. On a une définition fiscale du non professionnel. Mais lorsqu'on est en location meublée, on ne se pose pas au démarrage de savoir si on est non pro ou pro, on se pose la question des démarches à réaliser. Et on doit absolument et impérativement immatriculer son activité. C'est la première chose qui est à faire. Je rappelle juste que lorsqu'on va immatriculer son activité, si nous sommes propriétaires, personnes seules, couple marié sous le régime de la communauté, on aura la possibilité de choisir entre le régime du micro-BIC ou le régime réel. Alors que si on détient son bien en indivision, ou un couple marié sous le régime de la séparation, ou encore des partenaires de Pacs, nous ne pouvons pas choisir l'option du régime du micro-BIC. Nous sommes obligatoirement au régime réel, puisque l'administration fiscale considère qu'on est en société de fait. Donc ça, c'est un point très important. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette situation, pas de panique, il y a toujours la possibilité de régulariser. L'administration fiscale accepte bien volontiers les modifications. Il suffit juste de faire un courrier d'option et de venir modifier l'immatriculation le cas échéant. Petit rappel également, vous avez un espace impôt.gouv.fr probablement, et que dans cet espace, vous avez un onglet qui s'appelle MAJ, mise à jour des biens immobiliers, mes biens immobiliers, et il va donc falloir, dans cet espace biens immobiliers, modifier systématiquement les changements de locataires. J'en parle ici, j'en profite parce que c'est un point important, et notamment on a de nombreux propriétaires qui se sont retrouvés à payer une taxe d'habitation parce qu'ils n'avaient pas correctement complété ce point-ci. Alors, je vous parle d'options fiscales possibles, mais ces options fiscales, elles sont aussi possibles en fonction du chiffre d'affaires qui est généré. La loi Le Meur, donc on l'appelle comme ça, mais en réalité, c'est soit ce que vous pouvez voir un peu partout, la loi anti-Airbnb, ou le véritable nom, c'est la loi visant à réguler l'activité meublée de tourisme. Elle est venue modifier l'article 50-0 du Code général des impôts et abaisser un certain nombre de seuils en location meublée. Ainsi, si vous êtes en location meublée depuis janvier 2025, si vous faites une activité de location meublée destinée à l'habitation, vous pouvez être au régime du micro-BIC si vous le souhaitez, à partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 €. Et là, vous avez un abattement de 50% sur vos revenus locatifs. De la même manière que si vous faites une activité de location meublée saisonnière, vous allez pouvoir prétendre à un abattement, et celui-ci est bien amoindri, puisqu'avec cette nouvelle loi, il a été abaissé à 30% et le plafond de revenus locatifs ne doit pas excéder les 15 000 €. On retrouve exactement les mêmes seuils qu'aux revenus fonciers. Donc 15 000 € de plafond
et un abattement de 30%. Toutefois, si vous optez pour un classement meublé de tourisme, eh bien ce seuil est de nouveau majoré, mais il est majoré à 77 700. Auparavant, on pouvait prétendre à un plafond de 188 700. Et la grosse différence également sur ce point-ci, c'est que désormais, vous avez un abattement de 50% même sur cette activité, alors qu'on offrait jusqu'à 71% d'abattement pour les meublés de tourisme classés. Donc voilà la principale réforme concernant les abattements au régime du micro-BIC. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Je pense surtout que ça va contraindre les propriétaires à se poser les bonnes questions sur leur fiscalité. Puisque le régime réel en location meublée, dans la majorité des cas, c'est l'option fiscale à retenir. C'est très rare que le régime du micro-BIC ait un intérêt. J'avoue qu'avec l'abattement des 71%, parfois, c'était quand même plus intéressant d'être au régime du micro-BIC. Mais désormais, avec un abattement réduit à 30% ou encore avec un abattement réduit à 50% pour les meublés de tourisme, la question doit se poser systématiquement. J'en profite juste pour vous dire que chez Amarissimo, on vous propose des simulations gratuites sur ces points-ci. Donc, si vous êtes en train de vous poser ces questions de l'option fiscale vous concernant, n'hésitez pas, c'est un rendez-vous sur lequel on fait le point rapidement sur votre situation et on vous donne la meilleure option fiscale pour vous. Le régime réel. Le régime réel, eh bien, c'est une option que vous formulez au démarrage ou alors il s'applique de plein droit si vous dépassez les seuils qu'on a vus précédemment. Donc, plus de 15 000 € en location saisonnière et plus de 77 700 € sur les autres activités locatives en meublé. L'avantage du régime réel, c'est qu'on va pouvoir tout déduire, absolument toutes ces charges. Qu'on soit clair, vous avez un déplacement professionnel pour votre investissement locatif, une assemblée générale de copropriété, vous avez des déplacements. Alors pour vous, les non-résidents, vous pouvez même avoir des billets d'avion. Évidemment, si vos billets d'avion, vous en profitez pour y rester quelques jours sur le territoire, eh bien, on n'en prendra qu'une partie en charge. Mais à l'inverse, si vous faites l'aller-retour express uniquement pour ce point-ci, donc vous avez tous les éléments pour justifier votre déplacement, évidemment qu'ils seront déductibles. Ça, c'est les charges, c'est une chose, mais ce qui est vraiment le plus important dans la location meublée, c'est la possibilité de déduire son achat immobilier. Je vulgarise les choses, en réalité, c'est des traitements comptables qui permettent d'amortir son immeuble, et l'amortissement de l'immeuble, c'est bien la possibilité de déduire finalement cet achat. Alors, c'est des méthodes comptables. On prend la valeur du bien, on décompose et on met des durées. Ces décompositions, je vous en ai présenté un exemple juste à côté. L'idée, c'est que vous ayez en grosse masse les informations, mais ça va s'adapter en fonction du lieu de situation de l'immeuble et je dirais même de chaque bien. Ce qui est très important quand on débute une activité de location meublée, eh bien en fait, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a acheté un bien qui avait une certaine valeur, et je donne un exemple de quelqu'un qui a reçu un bien à 180 000 € dans une donation faite en début des années 90, et puis cette personne débute une activité de location meublée aujourd'hui en 2025, son bien vaut 360 000, on va inscrire la valeur de son bien à 360 000. Donc, on va générer des amortissements sur une base de 360 000. Donc, ça, c'est un avantage qui est intéressant pour les investisseurs parce que ça va permettre notamment de pouvoir déduire, d'anéantir les revenus locatifs. Je vais vous présenter un exemple juste après. Aussi, dans le cadre du régime réel, jusqu'au 31 décembre 2024, je dirais jusqu'à la promulgation de la loi de finances plutôt février, on avait tendance à recommander aux résidents fiscaux français qui payaient de l'impôt sur leur IRPP, sur leurs revenus par ailleurs, d'adhérer à un centre de gestion agréé pour pouvoir se faire rembourser nos frais de comptabilité en réduction d'impôt ou le frais de logiciel en réduction d'impôt, parce que nous avons aussi une solution logicielle. Seulement, bien, la loi de finances est venue supprimer cet article du Code général des impôts. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de réduction d'impôts, nos loueurs n'ont plus d'intérêt à adhérer à un centre de gestion agréé. Alors, je sais que pour la communauté, c'est très rare, puisqu'en fait, vous n'êtes pas résident pour la plupart d'entre vous. Et je me suis dit que s'il y avait quelques exceptions ici, vous aviez quand même envie d'avoir l'information.
Je pars d'un exemple très concret, juste pour comprendre bien la fiscalité. J'ai un bien, mon bien vaut 360, enfin, je l'ai eu dans mon patrimoine à 191 000 euros, il vaut 360 000 euros aujourd'hui. Eh bien, il me permet de générer 1 200 euros de loyer par mois. Comment ça va se passer si je suis non résident? Eh bien, si je suis non résident, je vais être taxée au régime du micro-BIC sur seulement 50% de mes revenus, à une tranche marginale d'imposition de 20% et je vais payer des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, ce qui me donnerait une imposition de 2 678 euros. En optant pour le régime réel, je vous ai parlé de cette déduction d'achat immobilier, eh bien vous allez avoir tout simplement 12 240 euros de revenus d'amortissement, plus votre taxe foncière, plus votre assurance propriétaire non occupant, eh bien vous arrivez déjà à un revenu non imposable. Donc j'imagine que si vous avez un prêt immobilier, etc., d'autres charges, ça vient encore diminuer et donc on ne paye pas d'impôt. C'est la raison pour laquelle on dit très souvent qu'en location meublée, on ne paye pas d'impôt pendant entre 20 et 30 ans. Évidemment, ça va dépendre du rendement locatif. Après, la question qui se pose, c'est LMNP. Est-ce que je suis loueur en meublé non professionnel ou professionnel? Je rappelle juste que les conditions pour être loueur en meublé professionnel, c'est d'avoir au moins deux conditions qui sont forcément cumulatives, au moins 23 000 euros de chiffre d'affaires, et que ce chiffre d'affaires représente la source essentielle des revenus professionnels au sein du foyer, pension de retraite comprise. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, eh bien, je suis loueur en meublé non professionnel. Donc, si je suis un résident fiscal français et que j'ai 30 000 euros de revenus de location meublée et que par ailleurs j'ai 60 000 euros de revenus pro, je suis non professionnel. À l'inverse, si j'ai 30 000 euros de location meublée et j'ai 25 000 euros, je suis donc loueur en meublé professionnel. Si ce sont des revenus fonciers, mes revenus fonciers, ce n'est pas des revenus professionnels, donc je suis bien loueur en meublé professionnel dès lors que je dépasse les 23 000. Alors, la particularité pour vous, non-résidents, eh bien, c'est que on ne prend pas en compte vos revenus mondiaux. Ça veut donc dire qu'on va bien comparer les 23 000 euros aux revenus du foyer fiscal imposé en France. Et donc, dès lors que vous êtes en location meublée et que vous dépassez les 23 000 euros, finalement, vous vous retrouvez de facto loueur en meublé professionnel. Alors, est-ce que c'est grave? Pas forcément. Parfois même, ça peut être plus avantageux. Tout dépend de vos attentes. Les différences majeures vont plutôt… alors, ce n'est pas sur la catégorie de revenus. La catégorie de revenus en location meublée, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Peu importe, on va déclarer dans cette catégorie. C'est juste que dans une case, ce sera non professionnel et dans l'autre, ce sera en professionnel. Si vous avez un déficit en LMNP, vous pourrez le reporter pendant 10 ans sur les revenus LMNP, exclusivement les revenus LMNP. Et si vous êtes en LMP, loueur en meublé professionnel, là, vous allez pouvoir l'imputer sur vos revenus globaux. Donc, si vous avez des revenus fonciers par ailleurs, ils vont pouvoir venir en déduction. Et ensuite, si vous avez un solde, vous pourrez le reporter pendant les 6 années suivantes. En location meublée non professionnelle, vous êtes sur la plus-value des particuliers, alors qu'en location meublée professionnelle, on est sur des plus-values professionnelles. Dans les deux cas, on a la possibilité d'avoir des exonérations. En non professionnel, comme on est sur la plus-value des particuliers, c'est la période de détention. À partir de 22 ans, vous n'êtes plus fiscalisé et, sur la plus-value et vous n'avez plus de cotisation sociale à partir de 30 ans. Évidemment qu'il existe d'autres cas d'exonération, notamment si vous vendez que les 2 années précédentes avant votre départ, c'était votre résidence principale. Il y a plein de petites spécificités qui rentrent en compte, mais là, j'ai une vision très macro, donc je vous indique ces points-ci. Sur la partie loueur en meublé professionnel, vous pouvez être totalement exonéré si vous avez une reconnaissance de loueur en meublé professionnel plus de 5 ans, sous réserve que votre chiffre d'affaires soit inférieur à 90 000 euros. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Concernant les cotisations sociales, en loueur en meublé non professionnel, en principe, nous n'en avons pas, sauf si on a des revenus de location saisonnière supérieurs à 23 000 euros. Et il y a encore une exception si, en étant loueur en meublé en location saisonnière et qu'on délègue
à une agence immobilière professionnelle d'une carte T ou une conciergerie, on peut encore y échapper. Donc, on n'a pas de cotisation sociale, mais on paye des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 ou 7,5 en fonction de notre lieu d'habitation personnelle, de notre résidence principale. Si vous êtes dans l'Union européenne, eh bien, votre taux sera seulement de 7,5%. Les loueurs en meublé professionnels, eux, ils sont affiliés au régime de la Sécurité sociale des indépendants, USSI, sous réserve qu'ils arrivent à s'inscrire, puisque malheureusement ou heureusement, parfois, on peut avoir quelques difficultés, quelques freins. En location meublée non professionnelle, le patrimoine est impérativement taxé à l'impôt sur la fortune immobilière, alors qu'en loueur en meublé professionnel, eh bien, on est sur un résultat d'activité, on peut être exonéré sous réserve qu'on ait un résultat d'activité positif et que c'est l'activité principale. Attention, l'administration fiscale considère que si on a d'autres revenus salariés ou une autre profession à temps plein à côté, quand bien même ce serait la source de revenus principale, cela ne peut pas être considéré comme exonération d'impôt sur la fortune immobilière. Concernant la fiscalité, donc je vous ai expliqué les options, vous devez impérativement, en tant que non-résident, déclarer vos revenus à l'administration fiscale française et vous allez donc être taxé soit à 20%, soit à 30% si vos revenus sont supérieurs. Alors, j'ai mis 26 070, mais ça, c'est les seuils 2023. Je ne les ai pas mis à jour 2025. Veuillez m'en excuser. Il existe une petite spécificité. Si en fait vous n'avez pas de revenus par ailleurs dans votre pays de résidence, eh bien on ne peut pas vous taxer indûment et dans ces cas-là, on pourrait appliquer un taux, la tranche marginale d'imposition qui s'appliquerait véritablement en France. Donc vous avez quand même des possibilités d'être au barème progressif dans ce cas-ci. Donc voilà, vous pouvez toujours vous poser cette question en étant non résident. Les prélèvements sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 7,5% si on vit dans un pays membre de l'Union européenne ou dans l'espace économique européen ou encore en Suisse, et 17,2% pour les autres. Mais comme très souvent on est à zéro, finalement ça n'a pas beaucoup d'impact ce qu'on est en train de se dire. Concernant la location saisonnière, je vais faire un petit focus très très important parce qu'il y a un sujet sur la TVA. D'abord, sachez que depuis le 1er janvier 2025, les locations meublées saisonnières ne peuvent plus être proposées sur le parc locatif si elles sont en G. Et si vous êtes sur un territoire soumis à l'autorisation au changement d'usage et que votre logement est F, il est également interdit à la location. Attention, les pénalités sont lourdes, c'est 5 000 € d'amende et plus 100 € par jour pour absence de diagnostic énergétique. Donc, ne vous amusez pas sur ce point-ci, c'est vraiment important. Dès 2026, on va avoir, je rappelle que quand on fait de la location saisonnière, oui, on s'immatricule d'un côté en tant que loueur en meublé dans son activité fiscale, mais on doit aussi s'immatriculer auprès, alors aujourd'hui encore de la mairie, parfois par un service de télédéclaration ou par un simple CERFA, mais d'ici mai 2026, ce sera dans un lieu unique et on aura d'ailleurs des pièces justificatives qui seront mentionnées par décret à fournir, notamment le diagnostic performance énergétique, les autorisations de la copropriété, etc., etc. La loi Le Meur est venue abaisser le nombre de locations, parfois pour ceux qui en font leur résidence principale, donc ce n'est pas votre cas, mais je vous en parle très rapidement en disant que si c'était votre résidence principale, les 120 jours peuvent être abaissés à 90 jours, mais vous n'êtes pas concerné. Et attention aux locations saisonnières, depuis le 19 avril 2024, les nouveaux règlements de copropriété doivent mentionner explicitement si on a le droit de faire de la location meublée saisonnière ou pas, donc une activité meublée de tourisme. Les choses ont un peu changé. Et donc, quand vous faites une activité de location meublée, vous la déclarez, vous devez prévenir votre syndic qui portera l'information à la prochaine Assemblée générale. Concernant le changement d'usage, auparavant, quand on voulait faire de la location meublée saisonnière dans les villes de plus de 200 000 habitants ou les départements limitrophes à Paris ou encore sur les villes en tension locative, on pouvait être amené à avoir une autorisation au changement d'usage. Aujourd'hui, cette autorisation au changement d'usage peut être établie sous tout le territoire. On ne regarde plus forcément les villes en tension. Donc, important d'aller se rapprocher de la municipalité pour savoir la règle en vigueur sur le territoire.
Concernant le seuil des 23 000 € sur l'allocation saisonnière, il déclenche automatiquement des cotisations sociales, mais vous, en étant non résident, si vous n'avez pas d'autres revenus, de toute façon, en étant 23 000, vous passez sous le statut du LMP. Concernant la fiscalité, autre point clé très très important et notamment pour lequel la loi de finances est venue bouger les choses et on n'a pas en plus tout à fait de vraies réponses encore pour le moment. Ce qui se passe, c'est que la loi de finances 2024 a modifié les conditions pour pouvoir réaliser une activité de location meublée saisonnière assujettie à TVA. Elle a précisé en fait ce qu'on appelle, nous, les conditions d'une activité para-hôtelière et dans quel cas on est assujetti à TVA. Puisque le principe même, c'est que les locations meublées sont exonérées de TVA sans possibilité d'opter. Sauf, évidemment, si on propose 3 des 4 services, à savoir réception, donc un accueil, mais même non personnalisé, hein, un petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison. Dès qu'on propose 3 des 4, on se retrouve dans une activité en fait para-hôtelière. Et au mois d'août, le BOFIP a apporté quelques éclairages, puisqu'en fait, cette loi de finances 2024, elle a dit s'ils sont fournis. Et puis, au mois d'août, on nous a dit pour les séjours supérieurs à 7 jours, il faut qu'il y ait une proposition qui soit faite au moins une fois par semaine, donc sur 3 des 4. Mais pour les séjours inférieurs à 7 jours, dès lors qu'on propose le nettoyage des logements, enfin que le nettoyage est fait à l'entrée, qu'on fournit le linge de maison et qu'on a fait un accueil même non personnalisé par voie électronique, hein, ça suffit, eh bien on se retrouve finalement dans le champ d'assujettissement à la TVA. Et la conséquence, c'est que derrière, on n'est plus sous le régime de la location meublée non professionnelle, mais sous le régime de la para-hôtellerie. Donc, un assujettissement à TVA. Mais alors, il ne faut pas paniquer face à ce point-ci, puisqu'en fait, cet assujettissement à TVA, on a quand même le choix encore d'y être assujetti si son chiffre d'affaires est inférieur à 85 000 € au 1er janvier 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en dessous de 85 000 €, eh bien, j'ai le droit de choisir TVA ou pas TVA. Mais la loi de finances a modifié ce seuil et l'a abaissé à 25 000 €. Ce qui a fait un tollé, hein, parce qu'en fait, elle l'a modifié pour tout le monde, pour tous les micro-entrepreneurs notamment. Et donc, du coup, eh bien, il y a quand même un lever de bouclier face à ça. Donc, la loi de finances avait dit 25 000 € à partir du 1er mars. Il y a eu une première discussion. Donc, il y a un report de la mesure avec une application qui se mettrait au 1er juin 2025, mais il y a des rencontres qui sont faites actuellement et donc on considère que la mesure est suspendue, même si elle est votée, elle reste suspendue puisque nous attendons les conclusions qui vont émaner de ces différentes rencontres. Donc aujourd'hui, si vous faites plus de 25 000 € en location saisonnière, eh bien, suivez de près cette actualité. Nous, on va publier régulièrement, donc vous pouvez nous suivre, on va communiquer. Hein. Pour le moment, si je m'en tiens à la loi, je vais vous dire oui, ça s'applique, mais d'ici quelques semaines, je pourrais vous annoncer autre chose. Peut-être que nous aurons une loi de finances rectificative qui viendra modifier le seuil. Je n'en sais rien du tout à date. Je voudrais juste donc préciser que si on est en para-hôtellerie, ce n'est pas le régime de la location meublée non professionnelle. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes règles. On ne déclare pas au même endroit. Ce n'est pas la même fiscalité à la revente. Donc, c'est des sujets qui sont différents. Si jamais ce sujet vous intéresse, on fera un focus spécifique. Maintenant, je voudrais vous parler plutôt de la vente en LMNP depuis la loi de finances, puisque c'est ça qui vous intéresse pour vous hein, aujourd'hui et qui est vraiment au cœur des différents échanges. Eh bien, cette loi de finances, elle est venue modifier un article, enfin, il y a un article 24 qui a été adopté, et cet article est venu modifier le Code général des impôts en indiquant que lors de la plus-value, le traitement de la plus-value, si vous êtes loueur en meublé et que vous cédez votre bien à titre onéreux, ça veut dire qu'il y a une vente, eh bien, vous devez réintégrer dans votre prix d'acquisition, vous devez réintégrer les amortissements. Donc concrètement, si vous vendez votre bien 100, que vous avez acheté votre bien 50,
et que vous avez passé des amortissements pour 20, eh bien, vous allez prendre votre prix d'acquisition à 50 et vous allez déduire donc 20. Et donc, du coup, on va calculer une plus-value entre 30 000 et 100 000. Voilà comment ça va se mettre en place. Je précise que les donations ne sont pas concernées, ni les cessations d'activité. Donc, si vous arrêtez votre activité de location meublée pour reprendre votre bien, par exemple, ou parce que vous basculez sur un autre mode de location, vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Ça, c'est un point extrêmement important. J'en ai d'autres aussi qui se disent je vais rester au régime du micro pour ne pas être concerné par la réintégration au moment de la vente. Attention, l'article 50.0 du Code général des impôts dit les abattements mentionnés, donc les abattements, les 30% ou 50%, sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon un mode linéaire. Donc, le texte est clair, même en étant en régime du micro-BIC, il va falloir réintégrer des amortissements. Je préciserai des choses très très importantes malgré tout. Ce que dit cet article, c'est qu'il dit qu'il va prendre en compte les amortissements dans la limite de l'article 39C. Quand on fait une activité de location meublée, très souvent, on a des loyers, on a des charges et ensuite, on a les amortissements. Mais c'est très rare, notamment les premières années, qu'on utilise 100% des amortissements. Parce que si on a un prêt immobilier, on a eu des frais, si on a passé les frais de notaire, de la même manière, on n'utilise que très peu de ces amortissements les premières années. Ils sont stockés sur un compte. Ça veut donc dire que vos amortissements qui sont stockés, non utilisés, ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. Ça, c'est un point extrêmement important. De la même manière que si vous avez réalisé des travaux d'agrandissement, de construction, reconstruction, d'amélioration, eh bien, ils ne sont pas repris aussi dans le calcul des amortissements déductibles. Donc, toutes ces informations sont des informations extrêmement précieuses parce que finalement, ça vient amoindrir la réalité, c'est-à-dire amoindrir l'impact de cette loi de finances. Moi, j'ai pris un exemple sur lequel il n'y avait pas de travaux, j'ai pris un bien neuf et je vais vous montrer l'impact que ça peut avoir concrètement en comparant à une location vide, pour que vous puissiez voir aussi que finalement, c'est pas si grave que ça. Je suis partie d'un bien pour lequel on avait 250 000 € de revenus locatifs. Un bien acheté 250 000, qu'on revend 350 000 20 ans plus tard. Sur cette période, je voudrais juste mettre en lumière qu'on a utilisé sur ce bien 194 000 € d'amortissement. Donc, on n'a pas amorti la totalité du bien. On a pris 194 000 € d'amortissement puisqu'on a amorti sur une base de la valeur vénale ici. Vous savez, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai dit finalement, j'ai reçu un bien qui valait 190 000, puis il vaut 360 000 au moment où je démarre. Et bien finalement, j'ai pris les 360 000 € à l'inscription à l'actif. Donc là, j'avais pris 350 000 dans cet exemple. Donc oui, j'ai utilisé une partie de mes amortissements de la base de 350 000, mais vous voyez qu'au bout de 20 ans, je n'ai pas utilisé tant que ça d'amortissement. Enfin, par rapport à mes 350 000, j'en ai utilisé 60%, bon an, 55%. Donc l'impact, il n'est pas si important. Ensuite, j'ai pris des loyers. Je suis partie du postulat qu'entre location vide et location meublée, on était sur la même base pour avoir quelque chose de neutre. Eh bien, vous, en tant que non-résident, vous seriez dans une TNI à 20% ici, avec des prélèvements sociaux à 17,2. Sur ces 20 ans, vous auriez payé 68 000 € d'impôts sur vos revenus locatifs. Demain, vous vendez ce bien. Vous êtes en location vide, vous allez payer 12 000 € d'un côté. De l'autre côté, en location meublée, comme on a eu des amortissements, vous allez payer 43 650 € de plus-value supplémentaire. Au moment de la vente, il y a donc une différence de plus-value, je vous l'accorde, il y a une différence de 31 000 €. Ce n'est pas neutre. Mais n'oublions pas qu'à côté, nous avons épargné, économisé 68 000 €. Donc, ce qui est important à prendre en compte dans cet exemple-ci, c'est de se dire aussi, est-ce que moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas une préférence de différer mon impôt? Là, mon impôt, je vais le payer le jour où j'ai le produit de ma vente. J'ai le cash. J'ai reçu 350 000. Et en plus, pendant toute cette période, je n'ai pas payé d'impôt sur mes revenus locatifs.
Alors, quand on me dit que le LMNP est mort, j'ai peine à y croire, puisque moi, les chiffres m'encouragent toujours à investir en location meublée. Je vais poursuivre cet exemple et je vais projeter ma vente à 30 ans. Puisqu'à 30 ans, aujourd'hui, je suis exonérée d'impôt sur les plus-values. Et bien à 30 ans, dans ce même exemple, je me retrouve avec des loyers toujours identiques. Je n'ai pas de plus-value à leur sortie puisque je suis totalement exonérée de plus-value et de prélèvements sociaux. Ça veut donc dire que j'aurais payé en fiscalité sur mes loyers 114 000 € en location vide contre 12 000 en LMNP, puisqu'entre 25 et 30 ans, je commence à payer un peu d'impôt en LMNP. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que vous pensez véritablement que le LMNP est mort? Oui, cette réforme, elle est frustrante, parce que quand je suis dans mon cas numéro 1, là, que je vous ai évoqué, moi-même, je suis investisseur en location meublée. Moi-même, je suis un peu déçue de me dire que je vais payer 30 000 € supplémentaires probablement. Mais à côté de ça, je pondère, je mesure en tout cas, je prends de la hauteur sur cette réforme et je me dis que je préfère vraiment payer à la sortie que payer en période de détention. Et en plus de ça, ça me coûte moins cher. Donc voilà la conclusion en tout cas sur cette réforme. J'espère qu'elle amoindrira l'impact négatif si vous avez eu l'impression de vivre un moment négatif à cette évolution fiscale. Je vous rappelle, donc on va laisser place aux questions, je vous rappelle que dans le cadre de la communauté, vous avez un rendez-vous gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. J'ai remis le QR code ou le lien en dessous si vous le souhaitez. Vous pouvez profiter d'un rendez-vous pour faire le point avec un conseiller en fiscalité. Si c'est des sujets qui concernent qu'une vente à terme, je vous inviterai plutôt à attendre la période fiscale par respect pour nos équipes parce que là, prioritairement, c'est les gens qui se posent des questions sur la déclaration, si vous acceptez d'attendre. En tout cas, entre avril et mai, on préfère accompagner les gens qui sont véritablement dans cette demande de déclaration de revenus. Mais avant le 15 avril ou après fin mai, on pourra répondre avec grand plaisir sur des simulations de plus-value. Rémi, je laisse place aux questions. Je pense que j'ai vu des choses dans le chat. Merci beaucoup. Oui, il y a eu pas mal de questions déjà en amont de la conférence à laquelle tu as répondu déjà à beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer de les grouper pour que ce soit plus facile pour que tu y répondes. Deux questions liées au statut LMNP, LMP et aux cotisations sociales en LMP. Est-ce que tu peux rappeler les revenus pour passer de LNP à LMP? Est-ce que c'est loyer brut encaissé, le résultat fiscal ou autre? Et une autre C'est le question, cette loyer fois sur les brut. cotisations sociales. Je posais deux questions, je te laisse répondre. Il semblerait qu'il y a l'URSSAF qui a indiqué à un des membres Imoneos que pour les cotisations sociales à payer, si on cotise dans un autre pays de l'Union européenne, on n'a donc pas de déclaration à faire et pas de cotisation à payer. Est-ce que tu Oui, peux répondre à ces deux questions? c'est tout à fait vrai, effectivement. Si alors, c'est avec une petite précision. C'est-à-dire que, alors, la première chose, c'est 23 000 € de chiffre d'affaires TTC. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je pense notamment à ceux qui font de la location saisonnière et qui passeraient par des plateformes type Airbnb. C'est pas le revenu que vous percevez d'Airbnb, c'est le prix de la nuitée qui a été vendu. Ça, c'est très important. Ensuite, si on est résident de l'Union européenne, dans ce cadre-là, vous payez ces cotisations, vous êtes redevable de vos cotisations sociales dans votre pays de résidence. Donc, elles sont dues, mais dans le pays de résidence et non en France. D'accord. Alors, par contre, la démarche, j'avoue que je ne la connais pas, puisqu'en fait, je pense que chaque pays, en plus, va avoir des organisations un peu différentes. Tout va dépendre, en plus, si on est sous le régime salarié ou si on est sous le régime TNS, Ouais. non salarié par ailleurs. Donc voilà, il y a quand même des grosses spécificités en fonction des cas. Une question, je pense que tu as la réponse. Est-ce qu'il est intéressant de passer de la location nue à la location meublée? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est intéressant? Oui. Comment on peut faire une analyse de son cas personnel? Alors nous, on peut projeter une
annulation très, très facilement, avec le loyer et la valeur du bien immobilier et puis les charges qui sont connues. Le seul point qui est à vérifier, c'est de ne pas avoir eu un déficit foncier qui a impacté le revenu global. Donc, ça, c'est plutôt vrai pour les résidents fiscaux français. Quand on a des gros travaux en location vide, on peut déduire jusqu'à 10 700 sur son revenu global. Donc, si j'ai 100 000 de revenus à côté professionnel, eh bien, ça va venir déduire 10 700 de cette base-ci. Si je suis dans cette situation, je dois attendre le 31 décembre de la 3e année pour pouvoir modifier ma location. Mais ça, quand on a fait le point avec le client, eh bien, enfin l'investisseur, lors du rendez-vous conseil, on vérifie ces points-ci pour pouvoir s'assurer de la possibilité du passage de l'un à l'autre. D'accord. Euh, une autre question, ah, là, elle vient de bouger. Deux questions par rapport à la revente, là, le Oui. site précédent sur la revente. Quel est l'impact des travaux sur la comparaison entre le LNMP et la vente en location nue? Et l'autre question qui est, est-ce qu'elle serait avantageux d'arrêter la location donc meublée LNMP quelques années avant la vente? Est-ce que ça change quelque chose, oui ou non? Alors, la première question sur les travaux, finalement, il n'y a pas d'impact parce que dans les deux cas, en fait, on les a déduits de ces revenus locatifs. Donc, au moment de la vente, on ne va pas pouvoir les réintégrer dans le calcul de la plus-value. Donc, finalement, si vous faites des travaux, ça va contribuer au fait de ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs, de générer de l'amortissement même en location meublée, mais celui-ci n'est pas repris dans le calcul enfin, ces amortissements-ci ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre question qui était à suivre, c'était, rappelle-moi, Rémi, tu as enchaîné. Est-ce que ça serait avantageux Ouais. d'arrêter la location à l'NMP et de passer en nu Alors, quelques années avant de faire la vente? si on parle d'un avantage, bien sûr, ça serait avantageux. Par contre, attention, vous devez avoir un intérêt à passer d'une location meublée à une location vide. Si par exemple, vous passez d'une location meublée à une location vide parce que vous aviez besoin de renouveler votre mobilier et puis que finalement le coût de cette charge, vous ne pouvez pas le supporter à l'instant T, parce que vous avez une demande express de passer en location vide, je ne sais pour quelle raison, mais vous avez un intérêt autre que fiscal, il n'y a aucun problème. Par contre, si l'intérêt est purement fiscal, bah, concrètement, vous pouvez tomber dans l'abus de droit. Et qui dit abus de droit, eh bien, dit pénalité, sanction, et c'est quand même des majorations jusqu'à 80%. Donc, on ne s'amuse pas à ce jeu-là, il faut vraiment avoir un véritable intérêt. D'autant plus que je rappelle que lorsqu'on fait une activité de location meublée, on la clôture son activité. Donc, ça veut dire que si vous êtes, peu importe, qu'on soit au micro, qu'on soit au régime réel, on écrit à l'administration fiscale pour lui dire « c'est fini mon activité de location meublée ». Et quand on va traiter la plus-value, c'est certes traité par le notaire, ce n'est pas dans les mêmes cas, mais il ne faut pas minimiser l'impact de l'IA au sein de l'administration fiscale. Donc, elle fera, si aujourd'hui elle n'est pas prête, dans les prochains mois, elle fera très vite le lien entre j'ai une fin d'activité, j'ai une plus-value et je match. Alors, une autre question sur un peu les exemptions. Si un expatrié a quitté la France depuis moins de 10 ans, qui a mis son bien en location, son ancienne résidence principale en France, en meublé LNMP, et finalement il Oui. décide de vendre ce bien, est-ce qu'il est exonéré d'impôt sur la plus-value immobilière, y compris sur la réintégration des amortissements qui est pratiquée? Comment ça se passe? Non, il n'a pas d'exonération. Le seul cas où on a des exonérations, c'est quand ça a été sa résidence principale. Ça date d'il y a moins de 2 ans et encore, ce n'est pas une exonération totale, c'est une exonération jusqu'à 150 000 euros. C'est un abattement. Bon, il y a quand même quelques cas un peu spécifiques, mais dans le cas évoqué, non, il n'y a pas d'exonération D'accord. particulière. Je rappellerai quand même que la plus-value est toujours à payer en France, parce que j'avais vu ces questions avant la conférence. La plus-value, elle est due en France, systématiquement. Après, en fonction des conventions, si convention il y a avec le pays du résident, on peut bénéficier d'un crédit d'impôt sur la plus-value. Mais D'accord. attention, on peut avoir un crédit d'impôt sur la plus-value, mais peut-être pas sur les prélèvements sociaux.
C'est le cas D'accord. notamment avec les États-Unis ou aux US. Je crois que ça dépend aussi de l'État fédéral. On peut avoir ou pas cette diminution. Donc, D'accord. le plus important, c'est de bien regarder la convention, puisque tout est écrit dans les conventions, si tant est qu'il y en ait une. D'accord. Je vais repartir sur deux autres sujets que tu as évoqués qui intéressent deux personnes sur la conférence, notamment sur les cases para-hôtellerie. Si une Oui, personne loue le linge en option et qu'elle fait la réception et le ménage, est-ce qu'elle peut considérer qu'elle coche trois des quatre cases ou il faut oui, vraiment les faire? Oui, 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 oui. À partir du moment où elle loue, en fait, les propositions de service, qu'elles soient faites en direct par un mandataire ou par un intermédiaire, il y a bien la proposition des services. d'accord. Alors, Euh, la particularité, c'est si la personne ne louerait pas le linge à l'entrée, mais si on le propose en location, c'est qu'on a hmm, enfin, derrière. Donc, en fait, si on veut y échapper, on sort le linge de maison. Comme ça, mhm, on verrouille. Ou alors, on verrouille le ménage. Et hmm, du coup, on peut peut-être aussi se dire, bah, finalement, je ne propose pas de prestation de ménage. En revanche, je prends des pénalités si ce n'est pas fait et hmm, j'impose au loueur de le faire. Mais je crois hmm. qu'il y a Airbnb, enfin, c'est moche de citer qu'une plateforme, mais je crois comprendre qu'en fait, Airbnb ne permet pas ce genre de choses. On n'a pas la possibilité, donc je ne sais pas comment les gens travaillent, mais en tout cas, D'accord. c'est un point bloquant. Après, il y a d'autres plateformes, oui. Tu avais parlé par rapport aux locations saisonnières et les évolutions qu'il faut donc le mentionner au syndic, qui va Oui, lui-même l'indiquer, comment tu appelles ça, à l'Assemblée à générale. l'Assemblée générale, oui. Voilà. Mais est-ce que le syndic peut-il refuser une location saisonnière ou il s'agit simplement d'une information qu'il fait à l'Assemblée générale? Il peut le refuser si le règlement de copro le permet. Et aujourd'hui, si le règlement de copro ne permet pas, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucun problème. Et, mais par contre, il peut très bien se dire, en fait, on va porter ces informations à l'ordre du jour. Et au bout d'un moment, en fait, le syndic de copropriété peut peut-être se dire, enfin, le président syndic, enfin, les copropriétaires peuvent peut-être se dire, ben, nous, on en a marre d'avoir de la location saisonnière. Alors, ils vont se dire ça uniquement si ça génère des troubles. Hein. Si c'est Hmm. bien géré, il n'y a en principe pas de problème. Mais nous, on en a marre, on veut stopper. Donc, si on veut stopper, eh bien, ça veut dire c'est une décision qui va encore être prise en Assemblée générale et elle va être obtenue à la double majorité. Donc, double majorité, c'est on prend en compte la majorité en termes de propriétaires et de superficie. D'accord. Oui, d'accord. Je comprends. Ouais. J'avais une autre question, elle a sauté, mais je l'ai en tête. Oui, tu as aussi évoqué les DPE par rapport aux locations meublées touristiques. Et c'est vrai que j'avais moi-même entendu parler, quid des classes F et G en location saisonnière, mais cette fois à la montagne, parce que c'est assez fréquent à la montagne. Est-ce qu'il y a toujours une exception ou c'est la même règle partout en France? La règle, elle s'applique partout en France. D'accord, donc il n'y a Mm. plus d'exception. Euh, oui, en tant que résident européen, les prélèvements sociaux dus sur la plus-value à la revente, c'est quoi? C'est 17,2, 7,5 ou 0? 7,5. 7,5. 7,5. Mm. D'accord. OK. À partir de quelle durée est-on en location saisonnière? Par exemple, si on loue 3 ou 6 mois, est-ce que la location saisonnière ou longue durée? Alors, à partir de plus de 90 jours, on ne peut plus être en location saisonnière. En fait, une location meublée de tourisme, elle est limitée à 90 jours. Donc après, c'est de la location de droit commun d'un bien, alors qui peut être une résidence secondaire, hein, mais ce n'est plus du tourisme. D'accord. Là, il y a une question effectivement, et alors on sent que est-ce qu'on peut distinguer la cession d'un bien immobilier en même temps que la cession, on peut distinguer, enfin, on peut, j'essaie de reprendre la question, distinguer la cession d'un bien immobilier en même temps que l'activité de meublé. Mais s'il y a cessation d'activité meublée sans cessation du bien, dans ce deuxième cas, il n'y a pas d'activité, pas de plus-value, pas de taxation, c'est correct. C'est ça. D'accord. Donc moi, je suis loueur, j'arrête mon activité, il n'y a pas de taxation. D'accord. Tu as dit j'arrête mon activité ou je fais une donation. Voilà, c'est vraiment quand il y a
comment dire, une D'ailleurs, transaction. je préciserai juste que dans ma simulation, je suis un peu plus dure que la réalité. J'explique pourquoi. C'est-à-dire que moi, enfin, en fait, quand il y a un traitement de plus-value, le principe, c'est qu'on ne peut pas déduire ses travaux pendant la période, enfin, sur ses revenus locatifs et le réintégrer dans la plus-value. On a le droit à un forfait de 15% pour travaux dans le plus-value. Mais à partir du moment où on les a déduits, on ne peut pas pratiquer ce forfait. En réalité, je sais que les notaires ne fonctionnent pas comme ça. Je sais que les notaires intègrent le forfait des 15% assez facilement dès lors que le loueur peut justifier d'au moins une dépense. Donc, moi, dans mes simulations, je n'intègre pas les 15%, donc mon résultat, il est forcément plus dur que ce qui va se pratiquer dans la réalité. D'accord. J'essaie d'être, enfin, pour le coup, je suis assez puriste parce que j'ai du mal à expliquer autre chose. Donc voilà, la règle, c'est la règle. Maintenant, c'est pas moi qui traite les plus-values. Très bien. Écoute, je crois qu'on a parcouru la plupart des questions. J'ai encore quelques questions, mais là qui deviennent très techniques ou plutôt sur des cas personnels. Et dans ce D'accord. cas-là, j'engagerai les personnes qui ont cette question de prendre rendez-vous avec un expert fiscalité d'Amaris pour avoir la réponse personnelle. Encore un grand merci Aurélie pour ton intervention très complète, très dense et très complète. Effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités. On a beaucoup aimé ton premier slide sur finalement ce qui n'a pas changé. Ça permet de remettre un peu tout ça au clair. Pour tout le monde, il y aura cette conférence va être disponible en replay. Donc, si vous voulez revoir des éléments de réponse, eh bien, il suffira de vous connecter. On vous enverra le lien. Voilà. Encore merci Aurélie. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup. À Bonne soirée, bientôt. bonne journée, bonne matinée, suivant là où vous vous trouvez dans le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.